Donc l'idée, c'était de faire une introduction, parce que ce sont les premières rencontres de la transition écologique au CHU, même si on a déjà fait d'autres événements. Donc, suite à l'introduction de Mme Leccia, je voulais refaire une vision complète de quel est l'enjeu pour nous, quel est l'enjeu aujourd'hui pour nous, pour la direction et pour tout l'hôpital. Je ne suis pas une experte du sujet. Vous allez le voir, d'ailleurs, il y a des personnes beaucoup plus expertes que moi dans la salle. Pardon. Donc, n'hésitez pas à compléter. Mais donc, en quelques temps, je voulais resituer le réchauffement climatique parce que le niveau d'information qu'on a n'est pas forcément égal et partagé par tous dans l'établissement. Faire un zoom sur l'impact du système de santé sur le réchauffement climatique, mais aussi l'impact du réchauffement climatique sur le système de santé, puisque ça joue dans les deux sens. Et puis, enfin, ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, que va-t-on faire, que peut-on faire, que doit-on faire? Donc, une des questions qui est sur toutes les lèvres, c'est faut-il faire peur? Doit-on avoir peur? Faut-il présenter ce sujet de manière dramatique? Je ne sais pas. On en jugera tous ensemble. En tout cas, le réchauffement climatique, en quoi ça nous concerne? Donc, on le sait, après une température moyenne stable sur la planète, il y a eu un réchauffement très rapide ces dernières années, et on sait qu'il est essentiellement dû aux facteurs humains, et c'est bien l'ensemble des scientifiques et des experts qui ont réussi à faire des consensus dans le monde qui permettent aujourd'hui que ces éléments, que ces arguments ne soient plus remis en cause. Donc aujourd'hui, la température s'est déjà élevée de plus de 1 degré et on sait qu'elle va continuer très rapidement à le faire. Ensuite, qu'est-ce qu'on sait? Que cette température qui augmente, c'est dû essentiellement aux consommations d'énergie fossile, du charbon dans certaines parties du monde et encore un peu en France, du pétrole, du gaz et puis des autres. Et nous sommes... Et nous sommes bien sûr des grands consommateurs pour notre activité. Donc le réchauffement climatique, il est lié au fait que finalement notre augmentation de consommation d'énergie n'a pas été compensée par l'amélioration de notre efficacité énergétique. On sait qu'il y a des grandes disparités entre les pays et qu'on fait partie de ceux qui en utilisent le plus et donc émettent le plus de CO2. Et que si on veut atteindre ce qui a été convenu comme la limite de ce qui pourrait dorénavant être acceptable pour la planète, donc un réchauffement global de 1,5 à 2 degrés, il faudrait un pic des émissions dès 2025 et une décroissance à partir de 2025. Donc rien que si on regarde notre propre établissement, comment arriver à une décroissance à partir de 2025, c'est loin d'être évident. Et si on s'en tient à ce qu'on a établi comme politique jusqu'à aujourd'hui, on sera bien au-delà de l'augmentation de 1,5 à 2 degrés. Donc ça, j'ai repris certains supports de Inventons nos vies bas carbone, qui permettent de bien se représenter un certain nombre d'éléments. Donc ça, c'est la France en 2100. Donc certes, ça ne touchera peut-être pas à nous individuellement, mais ça touchera à ceux qui vont nous succéder. Et donc, qui montre que la France de demain ne sera plus du tout celle d'aujourd'hui. Là, c'est les pics de chaleur record qui risquent d'y avoir dans les différentes régions de la France d'ici 2100. Et il y a, en 2020, 1800 scientifiques français qui ont écrit que les rapports du GIEC suggèrent, ont sans doute été sous-estimés du fait de l'ampleur actuelle des changements déjà enclenchés et qu'un réchauffement global de plus de 5 degrés ne peut pas être exclu. Et que du coup, c'est même l'habitabilité de la France qui pourrait être remise en question. Donc le réchauffement climatique, c'est quoi? C'est à la fois la hausse des chaleurs qu'on vient de voir, mais ça a plein d'autres impacts autour de nous, notamment évidemment l'érosion de la biodiversité, l'acidification des océans et la biodiversité des océans. Et donc parmi tous les éléments qui concourent au volume d'émissions de gaz à effet de serre que l'activité humaine produit, il y a évidemment la santé, parmi tous les autres. Mais donc, en quoi on est impacté? Donc, comme on disait, on est à la fois impacté parce que nous-mêmes, nous pourrions avoir des difficultés à fonctionner en fonction des évolutions à venir sur, par exemple, l'approvisionnement en énergie. Est-ce que demain, on pourrait imaginer qu'en 2030, en 2040, il y ait des ruptures d'approvisionnement en énergie qui ne soient pas compatibles avec le CHU qu'on aura dessiné demain? Et puis, effectivement, comme disait Mme Leccia, il y a la question de l'impact des coûts, parce qu'en soi, ça pourrait être aussi juste une augmentation de prix. Il faut voir que l'électricité en 2023, ils ne sont pas bons, mais passe d'un budget de 4 millions à 16 millions d'euros
rien que pour le CHU de Grenoble. Donc on a un effet prix de plus de 4. Et c'est 12 millions supplémentaires qu'on a dépensés en électricité, bah, c'est 12 millions d'euros de moins qu'on n'a pas pour faire d'autres choses dans l'hôpital. Et cette rupture d'approvisionnement, elle pourrait aussi impacter d'autres éléments dont on a besoin, notamment les médicaments, les VM. Et puis, est-ce que demain, ça n'aura pas encore, et on sait que ça a déjà, un impact encore plus important sur l'attractivité des professionnels à venir travailler à l'hôpital? Quand on voit le coût des transports, que une partie d'entre nous habitent loin, ça peut aussi être un facteur qui décourage de venir travailler à l'hôpital. Et enfin, ça va bien sûr avoir un impact sur les besoins de santé auxquels on va répondre, même si tout doit encore être largement documenté. Mais on sait que les vagues de chaleur ont un impact majeur, notamment sur la santé des plus âgés, qu'il peut y avoir potentiellement les victimes des catastrophes naturelles qui seront à prendre en charge à l'hôpital. Et puis que globalement, ce réchauffement climatique, il a un impact sur tous les facteurs de bonne santé, que ce soit la capacité à bien s'alimenter, la possibilité de faire des activités physiques, la qualité de l'eau, comme l'a raison Amelia. Et puis, globalement, une augmentation des inégalités face à la santé et potentiellement tous les mouvements de population qui peuvent être induits. Donc, on va de toute façon être très impacté d'une manière ou d'une autre, ou probablement de toutes les manières. Là, vous verrez que je ne suis pas une pro du collage, mais en gros, c'était pour dire que c'est un petit peu un boomerang, puisqu'à la fois on impacte nous-mêmes de par notre activité, une activité service public, on impacte le changement climatique, et puis le changement climatique va nous impacter et continuer de nous impacter en retour. Donc là, c'était juste pour rappeler qu'on était un des éléments, un des facteurs d'émission parmi l'ensemble des facteurs d'émission. On est tout en bas, mais se rajoute à la santé l'utilisation de la voiture, l'utilisation de l'alimentation dans le cadre de l'hôpital, l'utilisation des énergies. Et puis juste pour dire que quand on parle de l'hôpital, bah, c'est des chiffres tout de suite astronomiques. Et donc dès qu'on a un impact sur l'hôpital, que ce soit à la hausse en termes de consommation ou à la baisse, ça a tout de suite des répercussions qui sont majeures en termes de volume. Donc en fait, ce qu'on peut tous faire à l'échelle de 10 000 personnes chez nous, on peut peut-être le faire plus facilement ou plus difficilement, en tout cas tous ensemble à l'hôpital, mais on impacte tout de suite des volumes très importants, que ce soit de consommation, de production de déchets ou de mètres carrés concernés. Donc là, vous avez une cartographie des différents éléments d'impact de la santé sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc on voit que le principal facteur d'émissions, ce sont les achats de médicaments. En deuxième, vous trouvez les transports des patients et des visiteurs. En troisième, l'alimentation. Puis le transport domicile, travail des employés. Ensuite, vous avez également les sources fixes de combustion, la consommation d'électricité. Donc ça, ce sont les analyses du Shift Project qui viennent au CHU mercredi faire une présentation qui sera sans doute plus détaillée. Et en gros, ce que le Shift Project a produit dans son rapport, on a à peu près la même analyse dans notre bilan carbone à nous. Donc ce qu'on sait, c'est qu'on peut avoir des actions sur bien des volets de l'activité d'établissement, que ce soit évidemment les consommations d'énergie, la composition des produits achetés, les nouvelles filières de tri, l'impact numérique, la consommation d'eau, notamment dans la blanchisserie, le recours à l'usage unique, la lutte contre le gaspillage alimentaire, l'impact dans les projets immobiliers, notamment du nombre de mètres carrés construits, exploités et la manière dont il est exploité, la sobriété énergétique de manière globale, et puis l'impact des médicaments et des dispositifs médicaux. Donc là, vous retrouverez dans la présentation, mais en gros, les analyses du BGES, donc de la production d'émissions de CO2 de l'établissement, sont très similaires à ce qu'a ressorti le Shift Project, même si on mesure ô combien c'est compliqué de mesurer précisément nos émissions de CO2, parce qu'il y a plein d'éléments qui peuvent rentrer en compte et qui ne sont pas forcément des données extrêmement ni accessibles ni existantes parfois. Et donc, si on veut mesurer vraiment l'impact de nos efforts, de nos politiques, ce n'est pas forcément facile puisqu'on n'a pas des points de départ. Si par exemple on se dit l'impact du transport de nous tous, comment nous venons au travail, il faudrait déjà savoir précisément comment chacun d'entre nous vient au travail, d'où il part, où il habite, est-ce qu'éventuellement il est en covoiturage ou en mobilité douce, et puis il faudrait refaire une photo dans 3 ans
avec la politique de mobilité qu'on aura mise en place pour voir si tous, on a changé nos moyens de transport, peut-être qu'on vient moins souvent si on a changé nos horaires de travail. Donc en fait, ce sont des choses qui sont très compliquées à mesurer et ça vaut pour tous les secteurs. Donc que peut-on faire, que doit-on faire aujourd'hui? Donc en gros, on a un peu une cible et on n'a pas une cible très précise sur quel devrait être l'hôpital de demain, comment il devrait fonctionner, mais en tout cas, on a une cible en termes d'émissions. Et par contre, il y a déjà eu un travail assez précis qui a été fait sur nous, à l'échelle individuelle, qu'est-ce qu'on doit changer dans nos modes de vie. Et en gros, si on essaie de transposer un peu cette logique sur l'hôpital, on voit qu'il va falloir vraiment inventer un nouvel hôpital demain. Aujourd'hui, il existe quelques objectifs dans le cadre réglementaire que je vais vous présenter très rapidement, mais qui sont en fait des petites touches sur certains sujets, mais qui ne dessinent pas le cadre d'un hôpital privé. Et puis, pour faire la transition avec la table ronde qui va suivre, un peu la démarche engagée des CHU. Donc l'objectif national, c'est une réduction de 5% par an des émissions de CO2 du secteur santé, donc fixé par le Premier ministre, jusqu'en 2050, afin de respecter l'objectif plus global de réchauffement climatique sous la barre des 2 degrés. Sachant que dans la santé, le plus gros émetteur, bien sûr, ce sont les établissements hospitaliers qui représentent 38% des émissions du secteur de la santé. Donc 5% de moins pendant 30 ans, bah, ça fait qu'on passe de 10 à 2, et donc c'est tout à fait conforme à ce qu'on retrouve à l'échelle individuelle, puisque nous produisons tous en moyenne 10 tonnes de CO2 par an, et l'objectif, c'est d'avoir un mode de vie qui rentre dans 2 tonnes de CO2. Donc on voit que c'est très compliqué, puisque c'est à l'échelle, hein, ce sont toujours les données inventant nos vies bas carbone, c'est très difficile de passer tout ça à ça, sachant que je ne connaissais pas particulièrement leur outil de pédagogie, mais je les ai vus au village de la transition écologique du CHU. Donc en fait, sur tous les thématiques, il faut faire beaucoup, beaucoup mieux. Donc c'est sûr que sur l'alimentation, ça va être difficile d'y arriver sans passer sur une alimentation végétarienne, voire végane, locale et de saison. Sur le transport, là où on fait tous en moyenne 10 000 km par an avec notre voiture, il va falloir passer à 2000. Sur le logement, il faudrait exclusivement des logements classés A. Et puis sur la consommation, c'est à peu près pareil. Et puis les services publics, qui représentent aujourd'hui déjà 1 tonne en moyenne par Français, il faut qu'ils passent de 1 tonne à 0,2. Tout est à l'échelle. Donc là, ça reprend à peu près la même chose, mais c'est pour dire que la vie de demain, celle qui doit nous permettre d'éviter le réchauffement, elle est très différente de la vie d'aujourd'hui. Et c'est un petit peu ça vers quoi on doit concourir, que ce soit sur notre manière de circuler, les biens qu'on achète, l'alimentation, évidemment l'avion. Donc, il existe aujourd'hui un dispositif réglementaire sur lequel s'appuyer. Il n'y a pas rien qui a été inclus dans la loi et dans différents textes pour que nous changions, nous, au niveau des établissements de santé, mais il n'y a quand même pas grand-chose. Là, finalement, où il y a le plus d'éléments qui emportent du changement, c'est sur la restauration, puisqu'il y a eu la suppression des bouteilles d'eau en plastique. On a un objectif depuis le 1er janvier 2022 d'avoir 50% de produits de qualité durable, de qualité et durable, dont 20% de bio. Il y a une obligation du tri des biodéchets depuis le 1er janvier 2023 et la suppression des contenants en plastique, donc des barquettes en plastique, à partir du 1er janvier 2025. Et vous voyez, même ça qui est dans les textes, c'est pas pour ça qu'on va être en capacité de le mettre en œuvre, en tout cas pas forcément aux dates indiquées, puisque sur l'ensemble de ces obligations, on n'est pas du tout 100% conforme à ce jour et on ne le sera pas très rapidement. La suppression des barquettes en plastique, par exemple, pour les patients, c'est un énorme changement d'organisation, de chaîne de production d'alimentation, de chaîne de distribution des repas, et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et puis par ailleurs, évidemment, c'est un énorme budget, changement de pratique, changement de culture. Sur les mobilités, il y a aussi des choses qui sont faites, puisqu'il y a par exemple le forfait mobilité durable qui a été mis en place et qui permet de valoriser via une prime ceux qui viennent au travail en vélo ou en covoiturage. Sur les déchets, c'est déjà un petit peu plus théorique, ou en tout cas moins concret, ça apporte moins de changements, même s'il y a une obligation de mettre en place le tri, mais entre dire il y a une filière de papier et tous les papiers de l'établissement finissent dans cette filière, il y a quand même une grosse différence. Et puis sur la santé environnementale à proprement dite, il y a un certain nombre de choses comme
comme l'interdiction des produits phytopharmaceutiques, l'interdiction des engrais, l'obligation de contrôler les installations d'aération, les obligations relatives à l'amiante, l'interdiction de fumer et d'installer des emplacements fumeurs dans les établissements. Et puis l'interdiction d'utiliser du formol. Donc il n'y a pas rien, mais vous voyez, ce sont des petites touches qui permettent de poser un cadre et de progresser sur un ensemble de sujets. Donc aujourd'hui, comment avancer au sein de l'établissement ? Il y a à la fois, il y a plusieurs leviers qui sont importants. Donc celui sur lequel on va principalement insister aujourd'hui et après, c'est de faire confiance aux équipes et de leur donner surtout les moyens d'agir, parce qu'on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de professionnels qui, dans la rue tous les jours, à la fois sont convaincus de la nécessité de changer et ont des idées, mais n'ont pas toujours les moyens de mettre en œuvre ces idées. Il y a aussi l'idée d'ouvrir les sujets de l'hôpital avec l'extérieur de l'hôpital. C'est aussi en invitant des personnes qui travaillent sur la transition écologique dans d'autres domaines qu'on peut transposer et enrichir sans doute nos réflexions hospitalières. La recherche, au sens très large du terme, c'est un levier indispensable parce qu'on voit qu'on a encore beaucoup besoin d'objectiver des choses sur le sujet. Comme je disais, parfois, quantifier nos propres émissions, c'est extrêmement difficile. Quantifier, par exemple, les émissions des produits pharmaceutiques, ça reste des chiffrages qui sont très théoriques. Et mesurer demain l'impact de ce que la pharmacie fait aujourd'hui, c'est pas simple, c'est toute une méthodologie qui serait à construire. La recherche sur la santé environnementale, portée notamment par Madame Leccia, la recherche sur l'impact réel de nos mesures en cycle complet, parce qu'on peut avoir l'impression que c'est une bonne idée de dématérialiser la fiche de paye, mais après il y a tout l'impact, certes on économise des arbres, mais est-ce qu'on ne crée pas des serveurs de l'autre côté? Et puis la recherche qui reste à conduire sur l'éco-soin, qui reste à approfondir en tout cas sur l'éco-soin. Comme l'a rappelé aussi Madame Leccia, finalement un des gros axes d'amélioration, c'est le juste soin et la prévention, qui sont deux choses différentes mais qui concourent à la même chose. Finalement, le soin qui va le moins polluer, c'est celui dont on n'a pas besoin, soit parce qu'on a eu de la prévention, soit qu'on ne fait pas parce que finalement on n'avait pas besoin et qu'il y a eu un travail de pertinence qui a pu être fait. Et puis, dernier élément, on est un des seuls CHU en France qui va, dans les années qui viennent, avoir un projet de complète reconstruction-rénovation. Michelon va être 100% rénové, avec une extension qui va permettre de le rénover à l'intérieur. Est-ce qu'on n'a pas là un rendez-vous historique? Finalement, des hôpitaux qui, dans ces années-là, décident d'un projet complet, d'un nouveau bâtiment hospitalier, il n'y en a pas beaucoup, en tout cas pas beaucoup de notre taille. Aujourd'hui, il n'y a pas de super modèle d'hôpital hyper éco-responsable. Est-ce qu'on va pouvoir participer finalement à cette réflexion? Et pour annoncer la table ronde qui arrive, donc concrètement, nous, au CHU, on est organisé autour de 8 taxes de travail très opérationnelles qui vont vous être présentées. Je vais laisser cette diapo pour que chacun puisse présenter un peu les grands enjeux et les grandes avancées sur l'ensemble des thématiques. Donc il y a bien sûr la formation, la communication, l'ensemble des achats de l'usage unique, des blocs et du traitement des déchets, la question de la nutrition et de l'alimentation, de la mobilité, de la maîtrise des énergies, du numérique, et puis on avait un axe plus sociétal, on a un axe plus sociétal sur les discriminations. Et j'en profite pour vous rappeler, mais je sais que vous avez déjà noté dans vos agendas, les 2 conférences à venir, donc mercredi à 18h avec le Shift Project et le 23 novembre à 18h avec le GIEC. C'est des conférences ouvertes à tous, les enfants, les adultes, les amis. Voilà. N'hésitez pas à proposer largement de participer.